Bonsoir. Salut Tu me vois? Edouard, est-ce que ça va? Oui, ça va. Il fait chaud, il fait +9, il pleut, il ne neige plus. Donc voilà. D'accord. Dans un mois, j'irai à la campagne. Va au Dacia? Oui, parce que il y aura les premières feuilles sur les arbres, tout ça, les Ah, fleurs. donc il n'y a pas de feuilles là-bas maintenant. Pour le moment, non. Ça commence à apparaître très brusquement à partir du 1er mai. Voilà, c'est toutes les fleurs et tous les arbres commencent à fleurir. Voilà, ça va très vite et en 2 ou 3 semaines, c'est D'accord. l'été Parce qui que arrive. c'est étrange pour moi de imaginer ton Dacia sont des feuilles parce que, ouais, voilà. Il a vécu de vert partout là-bas quand j'étais là-bas. Mais, ouais, dans l'hiver, c'est une autre chose. Oui, parce que maintenant, c'est le printemps, donc les arbres sont nus. À Moscou, il n'y a presque plus de neige, mais à la campagne, euh, il fait un peu plus froid et donc il faut du temps pour que la neige fonde complètement. Voilà. D'accord. C'est Très bien. bizarre, quand le mois de mai commence, c'est bizarre à voir parce qu'il y a déjà des fleurs qui poussent, mais il y a quelques petites îles avec de la neige. D'accord. Très bien. Alors, allons-y. On va commencer notre leçon. Et aujourd'hui, on va regarder la leçon. Aujourd'hui, on va voir la leçon 18, le synthèse. C'est Et oui, ça? j'ai écrit en italien, mais en fait, c'est la synthèse en français. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit en italien. Voilà, la synthèse. Et Edouard, tu vas faire une synthèse de toutes les leçons ou d'une leçon? Non, je vais parler un peu presque de toutes les leçons, mais je vais parler un peu d'autre chose, c'est-à-dire des questions qui sont liées avec la linguistique et en plus des faits culturels que la linguistique produit, parce qu'il ne faut pas oublier que la langue ou une langue reflète toujours la vision du monde, voilà, portée par un peuple. C'est pour ça que, comment je dirais ça, chaque langue est différente et pour lire vraiment et comprendre une œuvre, il est préférable de lire en version originale parce qu'il y a beaucoup de choses de la réalité quotidienne qui sont impossibles à traduire. Et c'est de ça que je vais parler. Voilà. D'accord, allons-y, s'il te Voilà, plaît. donc je vais commencer par la citation, voilà, que encore au 19e siècle, voilà, pour éviter les querelles stériles et les thèses fausses, la Société de linguistique de Paris avait en 1865 informé ses membres dans ses règlements qu'elle ne recevrait plus aucune communication concernant l'origine du langage. Aujourd'hui, le sujet est étudié scientifiquement dans le cadre de plusieurs disciplines, notamment en paléontologie, en psychologie, en biologie moléculaire et en linguistique historique. Voilà, donc c'est pour dire que encore au 19e siècle, on ne pensait pas qu'on puisse étudier l'histoire du langage. Voilà, déjà, euh, euh, ça, on pense d'habitude que ça vient de soi, le fait de parler, le fait de vivre, le fait d'exister, que notre Terre existe, voilà, l'univers et tout ça, mais ça ne vient pas de soi. Et donc, finalement, nous sommes comme dans un rêve.
nous sommes dans l'oubli total de nos origines, de nos racines, parce que l'humanité, durant son existence, n'avait pas de possibilité comment dire, de fixer son développement historique. Et maintenant, entre guillemets, c'est trop tard. Nous n'avons pas fixé notre héritage, notre histoire, et on se pose sur l'origine de l'univers, on se pose des questions, des lois physiques qui sont, c'est un hasard heureux de plusieurs facteurs comme les lois physiques qui ont donné l'existence de la Terre, de nos corps, voilà, toutes les choses qui nous entourent. Voilà. Après, l'évolution qui a créé la vie, parce que la vie, pour parler de la vie, en fait, c'est une manifestation très agressive, parce que la vie a conquiert toute la planète. C'est ça ce qui est très intéressant, c'est-à-dire dans la vie, il y a un programme de la conquête, de la victoire. Voilà, on ne sait pas d'où vient ce programme. Voilà, et on ne sait pas grand-chose en fait. Voilà, et donc pour parler de la linguistique, il faut aussi mentionner le cerveau. Euh, le cerveau humain avec les zones différentes dans le cerveau qui régissent la langue et le mouvement corporel, la gestuelle, etc. C'est ça ce qui est intéressant et ce qui nous fait penser que peut-être à l'aube de la société, le langage, le système de communication n'était pas uniquement verbal ou sonore. Ça pouvait être avec les gestes, avec la gestuelle, sans l'appareil sonore. Qui sait, personne ne le sait. Mais voilà, la langue est accompagnée par la gestuelle. Maintenant, quand je parle, je fais les gestes avec les mains et ça facilite la possibilité de parler. Et chacun de nous le sait. Beaucoup de professeurs marchent, se baladent, se promènent en parlant, voilà, fait la gesticulation et ça aide à l'expression de la pensée. C'est ça, voilà, qui prouve que voilà, les ondes du cerveau, du mouvement. Alors c'est à cause de ça que les génies, c'était des Italiens? Peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a Parce que les certaines Italiens, légendes. ils parlent avec les mains, les bras et tout ça, pas avec la bouche, mais avec les mains et les bras. Oui, c'est ça. On ne dit pas, il y a un proverbe russe qui dit que ne parlez pas beaucoup dans la tranchée, c'est-à-dire pendant la guerre, dans la tranchée, sinon vous aurez la balle dans la main. Voilà, il y a cette plaisanterie que, parce que quand on parle, on peut attraper la balle dans la main. Il ne faut pas parler quand on est dans la tranchée. Voilà. Donc, et la langue a permis les différents niveaux de la sociabilité et le langage est considéré comme strictement humain. Moi, je vais faire quelques commentaires pour dire que chez les abeilles, chez les insectes, il y a les codes assez complexes. Où, par exemple, nous pouvons appeler le chien ou le chat, mais il y a une grande différence parce que quand les humains se parlent entre eux, nous avons des notions abstraites derrière de ce que nous exprimons. Tandis que, d'après ce qu'on suppose, chez les animaux,
un mot est lié avec un acte ou avec un mouvement. Par exemple, un chat, si on l'appelle par son prénom, voilà, peut ne pas savoir que c'est son prénom. Ça peut être lié avec la nourriture, ça peut être lié avec les caresses, avec les choses différentes, mais on ne sait pas si les animaux comprennent que en nom, quand on prononce et on les appelle, c'est leur prénom. Ça, on ne sait pas, et plutôt la réponse serait négative. Les animaux peuvent ne pas le savoir, parce que, je répète, un mot pour un animal est lié avec un acte ou avec je ne sais pas, avec un sentiment, par exemple. Voilà, donc, comme j'avais dit dans notre première leçon, il y a beaucoup d'autres facteurs qui permettent de parler. C'est pas seulement le cerveau, c'est aussi l'appareil phonatoire, l'appareil sonore, le larynx descendu, qui est utilisé pour parler, mais aussi pour chanter, parce que chez les chanteurs d'opéra, le larynx, la gorge, ça descend encore plus davantage. Et donc, c'est aussi une possibilité. J'ai une question. Oui. Et par exemple, c'est vrai que euh, quand on est, quand on est déjà un adulte, on ne peut pas on ne peut pas parler parfaitement une autre langue sans que les gens savent qu'on n'est pas natif de cette langue, parce que une fois que notre bouche, notre dent, notre ciel de la bouche et tout ça, ils sont adaptés à notre langue maternelle, ils ne vont pas adapter parfaitement à une autre langue, et à cause de ça, on va avoir toujours un accent différent. Il y a deux possibilités de la réponse à cette question. Tout d'abord, la première Parce que chose. par exemple, quand je parle portugais, je vais bouger la bouche, le ciel de la bouche, la langue, et tout ça dans une façon, et tout ça va adapter. Quand je parle le français, il faut faire des autres choses avec la même langue, le même ciel de la bouche, et tout ça. Donc, ça ne va pas être exactement comme une personne native de la langue française, par exemple, ou d'une personne native de la langue arabe ou du russe, parce que je ne peux pas adapter, il est adapté déjà à une autre langue maternelle. Oui, donc il y a deux réponses. Tout d'abord, c'est que la réponse est assez complexe. Tout d'abord que avant, euh, je pense que soit la deuxième, soit la troisième année de la vie d'un petit bébé, ce petit bébé peut imiter tout, n'importe quel son de n'importe quelle langue. Voilà. Après la troisième année, cette capacité s'éteint. Il reste encore 2 ans, 2 années pour apprendre sa langue maternelle. Voilà. Le bébé, il apprend très vite. En 3 ans, il apprend presque complètement la langue natale. Après, cette capacité se perd à tout jamais. Après 5 ans, euh, cette capacité naturelle d'apprendre la langue maternelle se perd à tout jamais. Et à partir de plus on devient âgé, plus il est difficile d'apprendre une langue étrangère. Voilà. Et donc, quand on est déjà adulte, après 25 ans, par exemple, nous devons appliquer des efforts et beaucoup, beaucoup de temps pour apprendre une langue étrangère. Mais ça peut arriver de parler sans accent une langue étrangère, même si on est adulte. Mais pour ça, il faut avoir plusieurs conditions. Euh,
c'est-à-dire vivre dans un pays étranger pendant une dizaine d'années, voire plus, parler que la langue du pays où on vit et avoir une bonne oreille, c'est-à-dire savoir imiter, pas seulement l'oreille, mais aussi voilà, d'autres capacités. Et si on fait cela, on peut arriver finalement à parler une langue étrangère sans accent à l'âge adulte. Et je peux citer mon père qui était ukrainien et quand il est arrivé à Moscou, il avait une trentaine d'années, il avait l'accent ukrainien, mais au bout de 10 ans, voilà, il a commencé à parler la langue russe sans accent, et même il a commencé à oublier sa langue natale. Voilà, donc on peut y arriver. Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier les faits intéressants liés avec la langue natale. Quand on ne parle pas sa langue natale pendant 6 mois, si on ne la parle pas du tout, sa propre langue, on commence à l'oublier. Voilà. Et ce qui se produit que si on ne parle pas sa langue natale pendant 5 ans, on oublie voilà, assez lourdement sa langue natale. Et on commence à chercher les mots et on commence déjà à parler sa propre langue, sa langue natale avec accent. Mais dans le pays où on vit, parfois on arrive à parler sans accent, parfois on n'y arrive pas. Voilà, c'est ça la réponse. Mais on peut y D'accord, arriver. ça fait complètement beaucoup de sens parce que quand j'étais à Paris, que j'étais en train de vivre là-bas avec toi et Dominique, euh, c'était, j'étais 3 ans hors le Brésil. Quand je suis rentré au Brésil, j'étais pas en train de parler, j'étais en train de parler pas beaucoup portugais. Et quand je suis rentré au Brésil, je suis allé pour parler avec mes tantes, mes oncles. Ils me disaient, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est ça? Quel accent c'est ça? Tu es l'étranger maintenant? Tu es plus brésilien, toi? Et c'était pas à cause de que je voulais parler différent. C'était parce que j'étais 3 ans en train de pas parler portugais. Euh, j'ai parlé parfois et j'étais en train de, voilà, en train de parler, pas oublier, mais en train de parler des choses différemment du habituel que je faisais avant. Et ça a causé beaucoup des préconceits à cause des gens que je connaissais. Parce qu'ils n'acceptaient pas que j'étais en train de parler différent et c'était pas pour qui je voulais, à cause que je voulais. C'était parce que, je sais pas, j'étais en train de pas parler la langue et voilà. Mais aujourd'hui, je parle tranquillement à nouveau. Mais oui, ça fait beaucoup de sens. Qu'est-ce que tu dis? Oui, bien sûr. Et encore un fait intéressant, euh, quand on est forcé d'habiter une île déserte, comme chez Jules Verne, par exemple, dans son célèbre roman, ou comme Robinson Crusoe qui habitait une île déserte sans parler à personne, et si on ne parle aucune langue du tout pendant 5 ans, on perd la capacité de parler. Il est possible à réapprendre de parler, mais on travaille avec les orthophonistes, etc., c'est-à-dire on y arrive. Mais dans l'histoire réelle, ce n'est pas une invention des écrivains. Dans l'histoire réelle, il y avait des personnes qui étaient restées isolées dans des îles, abandonnées par tout le monde à cause voilà, des accidents, des tempêtes, de naufrages, quand leur bateau était brisé contre les rochers. Et pendant 5 ans, elle ne parlait à personne et elle perdait la capacité de parler. Et il fallait quelques années pour restituer. Et donc, la même chose va se passer avec n'importe quelle langue. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir la pratique. Une fois une langue apprise, surtout étrangère,
Il faut toujours la pratiquer chaque jour, comme on fait du sport. Voilà, sinon, euh, sinon ça va disparaître. Mais par contre, il y a des choses encourageantes. En psychologie, nous savons qu'une fois une chose apprise, même si nous pensons que nous avons oublié cette chose apprise, le cerveau n'oublie jamais. Et si on avait consacré du temps pour apprendre une chose et nous pensons que nous l'avons oubliée, avec l'entraînement, ça va revenir. Et c'était prouvé par des expériences en psychologie que les personnes mettaient moins de temps pour se rappeler des choses euh, qu'elles semblaient oublier que les autres personnes qui partaient à partir du zéro. C'est ça la différence. Donc, il est toujours possible de restituer plus facilement voilà, la chose qu'on pense euh, qu'on avait oubliée. Voilà, en ce qui concerne la psychologie de connaissance des langues et de l'apprentissage. D'ailleurs, une idée liée avec tout ça, que malheureusement, quand les adultes, après, commencent à étudier une langue étrangère, c'est vraiment, ça peut être une épreuve, une difficulté. Ils peuvent perdre la motivation, etc. Parce que, contrairement aux enfants, ça ne se passe pas automatiquement. C'est un processus fatigant pour les adultes, très fatigant. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'adultes qui y arrivent. Voilà, mais revenons au développement des langues. Voilà, donc, comme j'avais mentionné que, voilà, selon les chercheurs Pereiro et Mathieu, voilà, le langage humain serait apparu il y a environ entre 350 000 ans et 150 000 ans chez Homo sapiens. Et cette datation est estimée par la vitesse d'accumulation des phonèmes, aussi bien l'étude des os, de la musculature euh, faciale et des phénomènes culturels, les sépulcres, voilà, et donne des informations sur le moment de son apparition. Bien que cette date soit discutable, et déjà on pense que Homo habilis, l'homme habile, voilà, c'est l'ancêtre de l'homme actuel, déjà pouvait parler. Voilà, il y a les théories que l'humanité parle depuis déjà 2 millions d'années, mais c'est pas confirmé. Donc, j'ai déjà parlé de la gestuelle de l'être humain, voilà, et que ça c'est lié avec plusieurs zones cérébrales qui contrôlent la production et le traitement du langage. Donc, je vais juste te demander une chose qui n'était Oui, pas bien à 100% compris. Donc, je te demandais si une personne, si elle va parler une langue après l'âge de adulte, si cette personne, elle peut parler parfaitement notre langue sans que les gens sachent qu'elle est une personne qu'elle n'est pas une native de ce pays. Mais tu as dit qu'il y a la possibilité d'adaptation dans une façon qu'on peut parler parfaitement notre langue, même sans apprendre ça après adulte, c'est ça? oui, ça dépend des capacités personnelles, voilà. Mais on peut y arriver, oui, surtout si on a. Ça peut arriver, mais ça c'est très difficile d'arriver ou ça peut arriver facilement? Ça dépend de chaque personne. Euh, Parce que chez chacun, c'est différent. Il y a des gens qui vont y arriver en habitant en pays étranger pendant 10 ans, mais d'autres, ils vont garder leur accent natif malgré tout. Et c'est à cause des différences voilà, psychologiques voilà, de chacun.
D'accord. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas de la faute des gens, bien entendu, bien sûr que non. On ne peut pas dire que lui, il est stupide, il n'y arrive pas. On ne peut pas le dire parce que ce sont les processus qui ne dépendent pas de nous. Voilà. Parce que comme nous savons en psychologie, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de l'effort conscient. Voilà. Que bien qu'on veuille, ou bien qu'on ne veuille pas, parfois on n'y arrive pas. Mais les autres y arrivent. Et c'est pas de notre faute de ne pas y arriver. Donc, parce que chacun a ses propres talents. Voilà, il y a les gens très talentueux dans le domaine de parler sans accent. Voilà, comme il y a des gens qui arrivent facilement à apprendre à jouer du piano, d'autres plus difficilement. C'est ça la question. Et oui, j'ai connu des gens qui ont habité pendant 20 ans dans un pays étranger et voilà, ils parlaient d'une façon si parfaite la langue étrangère que personne ne pouvait dire qu'ils étaient étrangers. Voilà. Oui, donc ça dépend D'accord, aussi. parce que toi, tu as commencé à apprendre le français puis enfant. Donc, c'était Oui. depuis petit. Tu parles français, j'étais en train de demander Samantha une fois, comment est-ce qu'est-ce qu'elle pensait de ton accent? Si ça ressemblait à un russe ou une personne de quelque autre part. Et elle a dit que pas du tout. Oui, tu pouvais passer bien pour un Français. Elle a dit en français de la campagne, mais en français. Mais en français. Tu Ah, mais vois, c'est gentil de sa part. Hein. ouais, non, mais c'est parce que ton accent à toi, Edouard, elle est un accent mais tu parles plus petit. Tu n'as pas appris le français depuis adulte. Par exemple, moi, j'ai appris le français après adulte et les Français qu'on se parle, ils me disent que mon français, il est très bien. Mon accent, il est incroyable et tout ça, mais j'ai un accent. Et toujours, ils vont dire que c'est un accent latin. Oui, c'est comme mon anglais qui est catastrophique. Voilà. Comment? Parce que mon anglais, ma langue anglaise, ma prononciation anglaise est vraiment catastrophique. Parce que Ouais. je fais des tentatives pour progresser en anglais. Mais Voilà. on fera ça. Après notre cours de linguistique, on va commencer à développer ton anglais et mon russe dans une seule fois. Ouais. On va le faire. Ah oui, Allons-y. avec grand plaisir. Voilà, donc, et bien sûr, le développement de la langue aidait la compétition entre, entre les humains, voilà, pour une partenaire, voilà, et la vocalisation exagérée apportait un avantage dans la compétition directe entre les mâles reproducteurs. Voilà, donc c'est aussi d'ailleurs le cas des animaux comme les grenouilles qui chantent pour attirer une femelle. Après aussi, c'est la prédation. Ce caractère serait un signal honnête de non-profitabilité de la proie. En effet, la vocalisation produite suggère que l'animal est en bonne condition physique et donc difficile à capturer. Voilà, je te demande de feuilleter la page suivante, s'il te plaît. Voilà, donc, comme j'ai déjà dit, chez, chez le Homo habilis, il y a plusieurs millions d'années, voilà, on pourrait déjà témoigner en proto-langage articulé, voilà, mais on n'est pas sûr. En me préparant pour cet exposé, j'ai relu les choses sur l'homme de Néandertal que j'ai souligné en rouge. Voilà.
c'est très particulier et très intéressant comme histoire. Le Néandertal, c'est une branche morte euh, de, euh, de, d'un groupe humain. C'est-à-dire, c'est notre frère, le Néandertalien. Voilà. C'était les humains euh, qui ont tous disparu il y a 30 000 ans. C'est une branche éteinte et morte des hommes. C'est pour ça que je souligne cette métaphore que le néandertalien, bien qu'il soit disparu et mort, il est génétiquement. J'ai une curiosité. Je ne sais pas si tu vas savoir me répondre, mais allons-y. Toutes les langues d'origine latine, germanique les langues européennes, elles sont beaucoup développées parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui on a fait des recherches et on a développé les langues, ces langues-là. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une langue qui ça se ressemble encore comme des animaux jusqu'aujourd'hui, même le genre qu'ils parlent ou tout ça, c'est une langue pas beaucoup développée et que se ressemble comme presque des animaux, quelque chose comme ça, dans le sens qu'elle n'est bien développée à cause des recherches et tout ça. Je sais pas. Tu peux dire quelque chose comme ça ou on ne peut pas Si, si, je sais la réponse à ta question. Euh, Malheureusement pour les historiens et heureusement pour tous les autres, il n'y a aucune langue qui soit primitive actuellement. Toutes les langues, absolument toutes, euh, sont en voie très développée et n'importe quelle langue, absolument, même langue dans tout petit village africain, et si on apprend la terminologie scientifique, cette langue peut devenir comme toute autre langue de la littérature scientifique. C'est-à-dire que toutes les langues actuelles, absolument toutes, ont le même niveau de la possibilité d'expression. Et il n'y a pas de langue primitive ou simplifiée ou à mi-chemin entre voilà, les ancêtres et les personnes actuelles. Toutes les langues sont très développées maintenant. Voilà ma réponse. Voilà, et pour revenir à Néandertalien, c'est en fait frappant parce que nous, les Blancs du Nord, euh, voilà, nous avons environ 3% des gènes du néandertalien. C'est-à-dire que avant la mort, avant la disparition de néandertaliens, il y avait les contacts euh, entre le néandertalien et les humains, c'est-à-dire nous, les hommes. Voilà, les contacts physiques, sexuels. Généralement, cela, donnait, cela ne donnait pas des enfants, mais comme nous possédons quelques gènes du néandertalien, sans doute parfois il y avait les enfants, la progéniture des couples entre l'Homo sapiens, entre nous, et entre le néandertalien. Voilà, mais ce qui intéresse. ça veut dire quoi exactement les Néandertaliens? Ça veut dire qu'ils étaient plus intelligents que les Homo sapiens? Non, on suppose qu'il était moins développé, et ça je vais en parler, bien moins développé parce que tout simplement ils n'ont pas eu le temps. Ils sont tous morts. On ignore la cause de la mort. Pourquoi ils sont tous morts, on ne sait pas. Euh,
Mais Ils ils étaient étaient un peu, moins intelligents que les Homo sapiens. peut-être ils étaient intelligents, mais au niveau de la culture, ils n'ont pas réussi à faire ce développement. Voilà, parce qu'ils sont morts il y a 30 000 ans. Ils n'ont pas eu tout ce temps. Voilà. Peut-être qu'ils avaient la même intelligence, mais ils n'avaient pas de temps pour développer. Voilà, je ne veux pas dire progresser, mais voilà, pour acquérir les connaissances, etc. Voilà, et on sait qu'il était chasseur et qu'ils avaient aussi les rites funéraires, c'est-à-dire le culte des morts. Et ça, c'est important qu'ils avaient le culte des morts parce que ils faisaient des enterrements, des tombes, et quand un peuple pense aux morts, à la culture des funérailles, cela veut dire que le Toi, peuple pense aux... Néandertaliens, ils sont celles de la droite ou à gauche? De la droite, c'est ça? Moi, je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas spécialiste dans l'apparence physique du néandertalien. Voilà, mais c'est plus ou moins ça, oui. Ils ressemblaient beaucoup. Ils étaient plus Donc, grands. les Néandertaliens, ils se ressemblent plus les Indiens. Ouais. Ils étaient plus grands que nous. Euh, En moyenne, ils pesaient 90 kilos, un peu plus grands que nous, et c'était un habitant du Nord, parce que selon ses caractéristiques physiques, il était adapté au climat froid. C'est pour ça que j'ai dit au début que ce sont les Blancs du Nord qui ont ces gènes du néandertalien. Mais bien sûr, pas seulement, je ne vais pas développer en détail comment fait l'héritage des gènes. Si Voilà. il dit Mais c'était, les Néandertals, ils ont moins capacité cognitive que les Homo sapiens. oui, on peut dire ça, mais c'est un peu contradictoire parce qu'on n'est pas sûr. Et comme j'ai dit avant, tout simplement, ils n'ont pas eu le temps pour avoir ce développement parce qu'ils sont morts. Voilà, et donc, mais il avait, parce que quand j'ai parlé des rites funérailles, je veux dire par cela qu'il pensait qu'il pouvait avoir une certaine philosophie. Parce que quand on pense aux morts, aux enterrements, on réfléchit à l'âme, on se pose la question sur l'âme, sur la vie de l'au-delà, peut-être de la vie après la mort, qui sait. Mais quand si un peuple a le culte des enterrements, ça veut dire que derrière ça, il y a une certaine philosophie, il y a une certaine réflexion. Ce qui veut dire que il, c'est une des branches mortes, mais qui a réussi à construire une culture peut-être différente de la nôtre. Et hier, je me suis posé pas mal de questions qui restent pour le moment sans réponse sur le néandertalien et peut-être les mythes de Platon ou les mythes d'Homère ou tout autre mythe, par exemple, sur l'Atlantide, qui sait, peut-être ce sont des traces, justement, des souvenirs du néandertalien. Voilà, personne ne sait. Mais il y avait ce contact unique dans l'histoire de notre planète. Voilà, entre nous et une autre, vraiment une autre race, vraiment quelque chose d'autre. Je ne veux pas dire d'extraterrestre, mais c'est vraiment très intriguant et très intéressant d'avoir le contact avec une espèce différente, avec le génome différent, voilà, d'une autre. Sinon, il y a une D'accord, autre. très bien, très bien. Edouard, donc il nous manque 20 minutes
On va essayer, je pense que c'est possible de finir encore dans cette leçon. Allons-y. Voilà, il y a une autre théorie hum, qui est, euh, qui soutient le mot genèse. On dit out of Africa, c'est-à-dire que la culture humaine, la langue, serait née d'une seule région, d'un seul pays. Les uns disent que c'est l'Afrique, les autres disent que c'était plutôt vers l'Inde, mais peu importe. Il y a une théorie monogenèse qui prétend que voilà, les humains, la culture humaine et la culture linguistique proviennent d'un seul petit groupe. Voilà. Et donc, maintenant, pour découvrir les possibilités de la capacité de parler, etc., euh, plusieurs branches de la science sont impliquées, comme la neurologie, la linguistique, la psychologie, la biologie. Voilà. Et il ne faut pas oublier que la langue, c'est toujours le code sonore ou musical. Et dans le chant, par exemple, dans l'écoute de la musique et aussi dans la parole, il y a plusieurs zones similaires du cerveau qui sont activées. Voilà. Et on peut avoir plusieurs façons de s'exprimer, de construire une langue, et c'est pas forcément avec l'articulation, voilà, qu'on le fait. On peut le faire avec la mélodie. Avec la mélodie, on suppose que c'était le cas du néandertalien qui pouvait chanter mais qui ne pouvait pas articuler. Et remarquons-le, les langues chinoises sont basées sur l'intonation musicale, voilà, sur l'intonation mélodique. Par exemple, on peut dire le mot oui, 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 oui. Voilà, c'est ça. Les six différentes possibilités de chanter, même je ne veux pas dire de prononcer, de chanter un mot chinois, voilà, qui va prendre les sens différents. Voilà, donc c'est pas seulement sur l'articulation. Aussi, il faut dire que toutes ces choses, euh, soit le chant, soit la langue chantée, d'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai le temps à le dire, mais il ne faut pas oublier que toutes les saintes écritures de toutes les cultures étaient chantées. L'Iliade était chantée, la Torah juive était chantée, le Veda était chanté, et donc c'est toujours lié avec la mélodique de la langue et en quelque sorte de la musique. Et bien sûr, ce sont les notions abstraites exprimées et aussi bien concurrence des autres branches de la connaissance humaine comme les mathématiques ou la théorie musicale, par exemple, ou la physique. Ce sont les autres langages. Les mathématiques, par exemple, ce sont les chiffres qui sont lus d'ailleurs d'une façon homogène dans tous les pays du monde. Et aussi, comme je dis, la langue reflète la vision sur le monde. C'est pour ça qu'il est important de connaître non seulement la langue, mais aussi la littérature, au moins la grammaire. Par exemple, il y avait un fait curieux décrit par le philosophe Bhagavan Sri Rajneesh quand il y avait la christianisation de certains peuples. Euh, Chez eux, il n'y avait pas le verbe être au présent. Il y avait seulement ce qu'on appelle le duratif, c'est-à-dire, comment je dirais ça, et ils ne disent pas je suis, mais ils disent je suis en train d'exister, c'est le duratif.
Et quand les prêtres chrétiens ont voulu traduire la Bible avec la notion Dieu est, voilà, ça donnait un peu le sens Dieu est en train d'évaluer, Dieu est en train de changer. Il y avait le duratif, mais il n'y avait pas de verbe statique. Et ça, c'est très profond, parce que ce peuple voyait d'une façon bouddhiste que tout est en changement perpétuel, rien n'est stable. D'ailleurs, c'est vrai, rien n'est stable. Et c'est pour dire à quel point la langue, d'un seul coup, peut donner une vision philosophique de tel ou autre peuple. Et ça, c'est en fait qu'il faut toujours tenir dans la tête, parce que la grammaire, la littérature reflètent la vision comment le peuple voit le monde. C'est ça ce qui est intéressant. Maintenant, quelques mots sur Est-ce que tu peux l'écriture. donner des exemples, Edouard? Par exemple, comment est-ce que tu vois, que tu penses que les Russes voient le monde et les Français, que tu connais aussi la culture française, est-ce que tu peux essayer de donner des exemples à cause de la langue? Non, mais je dis à part les langues. Par exemple, on voit le monde selon la langue russe dans cette façon. On voit le monde selon la langue française dans cette façon. Oh, c'est difficile d'expliquer ça, c'est difficile de dire. Non, mais je comprends la question, mais malheureusement, c'est la réponse qui est difficile à donner, et voilà pourquoi. Il ne faut pas oublier que la langue française et la langue russe proviennent d'une même langue mère, la langue indo-européenne. Et donc, toutes les langues qui proviennent de l'indo-européen, comment je dirais ça, n'ont pas beaucoup de différence dans leur vision du monde. Parce que D'accord. Donc, on va essayer de donner des exemples d'une personne qui parle une langue indo-européenne comme nous et une personne de l'Afrique du Sud. Pas de l'Afrique du Sud, mais des pays africains qui parlent des langues pas indo-européennes, mais d'origine africaine. Est-ce que c'est possible de donner des exemples de comment cette vision différente elle est? Oui, c'est comme la dernière fois, nous avons vu la langue Peul, une des langues africaines, voilà, où il y avait une vingtaine de genres, pas masculin, féminin, neutre, mais une vingtaine de genres. Moi, je ne saurais pas donner l'explication philosophique de ce système, mais sans doute, euh, oui, bien sûr, c'est sûr, que derrière ça, il attribue au monde extérieur non pas trois genres, féminin, masculin ou neutre. D'ailleurs, pour expliquer l'existence de ces trois genres dans les langues indo-européennes, on peut se référer aux hommes, aux femmes, et le genre neutre était plutôt pour les objets, pour les enfants ou pour les plantes. Tu Pour dis les au arbres. russe. Tu dis à part au russe, c'est ça? Non, plutôt l'indo-européen parce que D'accord, d'accord. Je vais masculin, donner un exemple. masculin. Je vais donner un exemple. Pour nous, les langues latines, on a que deux genres, le masculin et le féminin. On n'a pas le neutre. Donc, quand je dis eta prekrasna, c'est au genre féminin, c'est ça? It is Si je C'est comme en passe français. devant un monument et je parle en russe, eta prekrasna. Ce monument, il est beau, mais c'est au féminin, c'est ça? Non, c'est en neutre. C'est comme en anglais. It is beautiful. Justement, it is. Et pas D'accord, mais she is ou je he voulais is. seulement que tu me dis prekrasna. Dis-moi au genre féminin, masculin et neutre, s'il te plaît.
Прекрасно, c'est un variable parce que c'est un adverbe. C'est un Ah, variable. d'accord, d'accord. It is Donc, beautiful. C'est pas he is beautiful, mais it is beautiful, comme en anglais, c'est en général. Donc, c'est pour ça que c'est un variable. Mais on peut dire, par contre, elle est belle, elle est belle. dans ce cas, Anna Prekrasnaya. Anna Prikrasnaya, c'est un genre féminin, masculin, s'il te plaît. On Prekrasny. On Prikrasny. Et au neutre. Ano Prekrasnoye. Non Prikrasnoye. Tu vois? Ouais. Oui, là, je comprends que c'est une vision totalement différente du monde parce que pour nous, on n'utilise pas ça. C'est au masculin ou c'est au féminin et c'est tout. Et comme tu as dit, le russe, il a 3 genres. Les genres africaines, elles ont vingtaine de genres. Donc, oui, oui, maintenant, il fait du sens qu'on a des visions différentes du monde à part les langues à cause de ça, parce que on va on va s'adresser à une chose dans une langue russe, par exemple, de vingtaine de formes différentes. Dans une langue latine, de 2 formes différentes. Dans la langue russe, 3 formes différentes. Voilà, à part les linguistiques, il y a cette possibilité et ça fait du sens. Qu'on peut voir Oui, dans une façon. d'ailleurs, j'ai une idée intéressante qui vient d'arriver dans ma tête. On a eu ce problème avec la traduction du psychologue Freud, Sigmund Freud, le psychologue allemand, qui a parlé de l'inconscient. Et pour parler de l'inconscient, il a largement utilisé le genre neutre. Et ça, pour traduire en français ou en italien ou en anglais, on a eu beaucoup de problèmes. Et en français, on essaye à transmettre sa pensée avec le pronom ça, voilà, das S en allemand. Et en anglais, c'est it, mais c'est difficile. C'est difficile de traduire la pensée freudienne quand il parle de l'inconscient et quand il utilise toujours le genre neutre pour ça. Voilà, c'est un des exemples. Et pour parler de ces 20 genres dans la langue creole, ça veut dire que il le pense vraiment. C'est-à-dire Ouais. qu'il pense vraiment qu'il existe autant de genres voilà, pour chaque classe des choses ou des objets. Voilà. D'accord, d'accord. Très bien. Édouard, je pense que tu auras encore besoin de encore à peu près 20 minutes pour finir ça. C'est ça? Peut-être, je ne sais pas, parce que c'est un peu la façon un peu libre que je fais cette synthèse. Donc, on va faire une deuxième partie parce que sinon, ça va passer 1 heure. Ça ne va pas être très bien de passer 1 heure. Donc, je vais raccrocher ici et Oui. on revient avec la deuxième partie. Ah oui, avec grand plaisir. Merci, Edouard. À tout à l'heure. À tout à l'heure.